Le moins qu'on puisse dire, c'est que la crédibilité des médias est mise en question depuis un petit moment. Je ne sais pas, vous, quel avis vous avez sur les médias, le fait qu'ils soient dépendants de grands patrons, le fait qu'on les critique de plus en plus, le fait qu'on voit de plus en plus de fake news, qu'on arrive sur des technologies comme les deepfakes qui rendent encore plus difficile la lecture des médias. Et je me suis posé la question de savoir quelle serait la meilleure personne pour m'en parler. Et je me suis dit que le fondateur du Gorafi était sans doute le plus indiqué pour parler des médias. Et donc aujourd'hui, je reçois Sébastien Libus, qui est donc le cofondateur du Gorafi. Et ensemble, on parle de toutes ces questions-là. On parle aussi évidemment de la genèse du Gorafi. Une conversation évidemment passionnante, avec beaucoup d'humour, logiquement. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. On va parler médias et pour commencer, et je sais qu'on t'a posé la question 1000 fois et tu peux me répondre de toutes les manières que tu le souhaites. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse du Gorafi, sachant que en fait, c'est marrant parce que quand je m'y suis intéressé, j'avais pas réalisé que ça avait autant d'historique finalement. Ben, en fait, oui, c'est une très longue histoire. J'étais en train de discuter avec mon ami Vincent Bolloré et on parlait médias. Et il voulait lancer un petit média et tout. Alors il hésitait entre une chaîne de télé ou alors un journal papier. Et on a longuement discuté et c'est lui qui m'a soufflé l'idée de faire le Gorafi. D'ailleurs, il a été un de nos auteurs pendant plusieurs années, mais il osait pas signer ses articles parce que c'est un grand gars très timide, hyper modeste, mais il est bourré de talent. Et définitivement Il est avec aussi beaucoup d'humour. talentueux qu'il est breton. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est lui qui m'a soufflé mes premières idées, et c'est lui qui m'a soufflé mes premiers millions, et ainsi de suite. Mais en vérité, j'aime bien dire en vérité, je travaillais en fait dans le groupe Bolloré à l'époque quand est née l'idée Gorafi. J'ai quitté justement de manière assez incidente le groupe Bolloré pour me lancer à temps plein sur le Gorafi. Donc, j'ai fait partie du Grand Satan à une époque, du Grand Satan capitalisme et tout, et c'était vachement bien. Le capitalisme, des fois, a ses bons côtés, je tiens à le rappeler. Parce qu'on critique, mais bon, à côté, vous proposez quoi? Voilà, le grand silence. Et donc, en fait, oui, j'ai quitté mon contrat a pris fin. C'était au moment où ils rachetaient Canal+, en fait, donc il y avait des passerelles qui étaient en train d'être mises entre les groupes. Et moi, ça m'intéressait pas trop, en fait. On me proposait de devenir community manager. En fait, j'avais déjà un poste qui était un petit peu chelou, qui était photographe de plateau. C'est le seul poste de photographe de plateau en CDI à la télévision française. Donc déjà, c'était une anomalie. Et du coup, voilà, mon contrat arrivait à terme et j'ai créé le Gorafi et puis je me suis lancé là-dedans et Pablo Mira m'a rejoint un peu à peu près à cette période-là. Et ça a été un peu un grand saut dans l'inconnu de se dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de sites satiriques en France. Il y en a quelques-uns qui se sont montés courant 2012. Mais à l'époque, on est quasiment les seuls sur le marché, on va dire. Donc ça a été un peu un pari sur l'avenir en disant si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais moi je me donnais en gros environ 1-2 ans pour voir si vraiment le truc marchait bien, mais j'avais vraiment pas de plan sur on va dire 5, 6 ou 10 ans. Pour moi c'était même inconcevable qu'on dépasse 3-4 ans. Si on faisait 2 ans c'était bien, ça aurait été fun. Mais à chaque fois, j'ai été surpris qu'on réussisse à boucler une année, et puis une autre année, et puis ainsi de suite. Et jusqu'au moment où là, vous faites là, on fera les 10 ans en février prochain. Donc, c'est en termes de longévité, d'un point de vue Internet, c'est quasiment une strate géologique, en fait. Vous regardez comment était Internet avant, comment Internet aujourd'hui. Il y a 10 ans, Vine n'existait pas. Aujourd'hui, Vine n'existe plus. La manière dont on consomme l'information, dont elle est diffusée, voilà, ça va très très vite. Regardez, il y a encore 3 mois, Europe 1 existait. Aujourd'hui, Europe 1 n'existe plus. Donc, ça va très très vite en fait en termes d'âge Internet. Et ce côté longévité, pour nous, on est assez fiers d'être arrivé à maintenir un rythme de qualité de publication, de rythme de publication et d'accompagner les gens
au jour le jour. Et en plus, tu dis bientôt 10 ans, mais avant ça, il y a eu un blog. Et avant ça, l'idée même de graphie, elle remonte à avant ça, en fait, non? Si je me trompe pas. Mais en fait, il est né sur Twitter en février 2012, durant la campagne présidentielle donc de 2012. Et au début, c'était un simple fil Twitter. Et à partir de mai 2012, j'ai commencé à faire des articles un peu plus, plus touffus. Et à partir de l'été 2012, j'ai carrément créé un site à part entière qui a eu son rythme de fonctionnement, on va dire, de manière rythme de croisière, à partir de la rentrée 2012. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Pablo Mira me rejoint. Mais durant les 6 premiers mois, on va dire, oui, c'est une existence un petit peu qui alternait entre le compte Twitter, une espèce de plateforme de blog. Et puis après, au fur et à mesure, il s'est étoffé, il s'est agrandi, au fur et à mesure qu'on a eu des auteurs et qu'on a entamé une espèce de rythme de publication, on va dire, de manière vraiment hyper régulier. Et alors, j'ai une question quand même. Je me demande comment on fait pour passer d'un artiste, en gros, qui est sur un forum et qui critique une chaîne de télé, quoi. En gros, enfin, si je me trompe pas, ça a commencé comme ça, ton arrivée dans les médias et en particulier à la télé. Comment on fait pour passer de ça à créer le Gorafi? Ouais, ça m'intéresse. Et après, j'ai une autre question autour de l'humour et pourquoi avoir choisi d'être dans la satire. Bah, en fait, c'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, c'est un parcours qui est complètement assez atypique. Où en fait, oui, j'étais sur un forum et je m'amusais à critiquer une chaîne de télé que personne ne regardait, ou en fait qui était regardée uniquement par les membres du forum. Et du coup, quand les animateurs se sont rendus compte qu'il y avait un petit groupuscule sur Internet qui les regardait, qui les commentait, qui les prenait en photo et tout, eux, ça leur a fait du bien parce qu'ils se demandaient est-ce qu'on fait de la télé pour des gens en fait. À l'époque, la blague qui tournait beaucoup était que en fait, Direct tournait en circuit interne dans la Tour Bolloré, mais elle n'était pas du tout diffusée à la télévision. Et du coup, oui, je faisais des petites blagues, des petits dessins, et il y a ce que j'appellerais mon mentor, entre guillemets, qui m'a pris sous mon aile à cette époque-là, qui s'appelle Axel Brucker, qui était directeur de la programmation sur Direct 8 à la grande époque, au tout début, et qui m'a remarqué, et qui a dit, qui a eu cette phrase qui est quitte à se foutre de nous, autant que vous le fassiez avec nous. C'est-à-dire qu'au sens que ce gars-là, il a du talent, il se moque bien de nous, mais prenons-le, mettons-le dans notre équipe et voyons ce qu'il peut faire avec nous. Plutôt que de le laisser à l'extérieur et qu'il nous fasse des vannes sur notre dos, qu'il nous casse du sucre, on va voir ce qu'il peut faire avec nous. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, comme du jour au lendemain. En plus, là, ça fera quasiment... c'était moi je me souviens très bien, c'était le juillet 2005. Je crois que la chaîne avait 3 mois d'existence, quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans les locaux de Direct 8 à faire le zapping de la chaîne, comme ça. Enfin, ça m'est tombé dessus. C'était assez improbable. Moi, je pensais au début que j'allais rester peut-être 2 mois, genre faire l'été. Et puis à la fin, ils allaient se rappeler qui je suis. Ils allaient me mettre dehors en mode non mais attendez, c'est qui déjà ce mec? Pourquoi on l'a engagé? C'est qui? Vous êtes qui déjà, vous? Et ça me faisait penser aux premières planches de Gaston Lagaffe quand il arrive dans le bureau de chez Dupuis, où on se demande mais c'est qui ce mec? Qui c'est qu'il a engagé? Pourquoi il est là? Bon, on sait pas, il s'est installé et c'était un peu moi en fait. Et au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu plus spécialisé, j'ai continué un peu à apprendre le montage, et puis je me suis un peu plus spécialisé dans la photo. Donc du coup, j'ai commencé à prendre des photos des animateurs, des invités. Mes photos après étaient diffusées dans les différentes genre Télé 7 jours, enfin les magazines de télé. Puis après, comme Vincent Bolloré a créé ses journaux papier, mes photos partaient là-dedans. J'ai fait la voix pour un personnage dans l'émission Jeunesse. Un personnage qui s'appelait Gros Méchant. Parce qu'il était gros et il était méchant. Voilà. C'était la voix que je faisais pendant 25 minutes à effrayer les enfants. Et j'ai fait un petit reportage aussi sur comment réussir à prendre ses photos. Je faisais des dessins qui allaient en arrière-plan d'une émission. Enfin, j'ai fait 36 métiers. Je crois que j'ai même lavé la voiture de Philippe Labro à un moment. Non, et de Vincent Bolloré, peut-être. Voilà. Mais oui, j'ai fait 36 métiers et puis voilà. Et
Et au milieu de ça, en fait, j'ai jamais arrêté, de faire ce qui était ma passion première, qui était l'écriture. Et tu posais la question de savoir comment on passe de ça à ça. Ben, en fait, le fil directeur, la pierre angulaire, on va dire, pour moi, c'est l'écriture. Et j'ai toujours vu le Gorafi comme un travail d'auteur, d'écriture à part entière. Parce que j'ai toujours écrit des scripts, des romans, des trucs qui n'ont jamais été publiés, tu vois, mais j'ai toujours énormément écrit. Je passe mes journées des fois à écrire, à noircir la feuille. Et je portais ce projet-là pendant des années. J'écrivais des trucs sur des forums à droite ou à gauche, ou pour mon simple plaisir, de jouer avec les codes, de jouer avec le mensonge, en quelque sorte. Et je me disais, un jour, je vais créer un site satirique, quelque chose comme ça, mais je bloquais sur le nom. Je n'arrivais pas à trouver un nom qui me plaise. Et un jour, je vais aux États-Unis, on est en 2008, et dans la rue, je tombe sur un exemplaire de ce qui s'appelle The Onion, et qui est en fait l'équivalent Gorafi américain, et qui existe depuis quasiment 20-25 ans là-bas. Et en parcourant la feuille de chou, j'ai deux sentiments. Un côté, je me dis, mince, ils m'ont piqué mon idée, donc ça sert à rien, ça a déjà été fait, je ne vais rien inventer du tout. Mais en même temps, je me dis, waouh, c'est la preuve qu'on peut faire ça de manière production industrielle, avec 4-5 pages, et c'est surtout le ton qu'ils utilisent qui, pour moi, j'adore ce ton-là, c'est-à-dire un ton très sérieux, qui respecte le style de journaliste un peu façon New York Times, Washington Post, c'est-à-dire pour nous ce serait l'équivalent du Monde ou de Les Échos, enfin des titres très posés et avec un humour vraiment hyper fin. C'est-à-dire que moi j'ai grandi par exemple avec l'humour façon Info du Monde ou quelque chose comme ça, ou d'autres titres de ce genre, mais ça m'a jamais fait marrer au sens que c'était vraiment, je trouvais ça drôle, mais je trouvais ça trop gros en fait. Un peu grotesque. Ça manquait de finesse. Et pourtant, les mecs étaient super talentueux. J'en ai rencontré quelques-uns plus tard, mais j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. C'était pas ma came. Et The Onion, cette espèce d'humour un peu british, très fin et tout, ça, je me suis retrouvé dedans, mais complètement. Je me suis dit, mais oui, on peut faire ce genre de blague. C'est faisable. Et du coup, quand je suis rentré en France, j'ai tenu encore 4 ans. L'idée a encore maturé 4 ans dans ma tête. Et en février 2012, je vois passer des titres du Figaro qui étaient complètement, pro-sarkozystes, mais à un point qui était vraiment ridicule en fait. C'était outrancier. Et je me suis amusé à d'abord faire quelques tweets un peu parodiques sur ce style-là, et du coup j'ai pris le nom Gorafi. Et d'ailleurs, quelqu'un d'attentionné remarquera qu'en fait je me suis trompé dans l'ordre des lettres de l'inversion. Si j'avais vraiment correctement respecté l'ordre des lettres, ça aurait dû faire Garofi, je crois. Et en fait, moi, c'est Gorafi. Parce que ça sonnait mieux à l'oreille, en fait. Je sais pas pourquoi. Et parce que je suis un peu dyslexique aussi. Donc, je n'ai pas fait attention quand j'ai rentré le nom du truc. Et en fait, c'était trop tard pour le changer après, quand je me suis rendu compte de l'erreur. Donc, c'est resté comme ça. Et du coup, je me suis amusé au début à faire des tweets qui moquaient, justement, cet aspect ultra sarkozyste du Figaro. Bon, ça m'a amusé genre 2-3 jours parce que j'ai vite compris que je tournais en rond en fait. Et ça faisait aussi un petit peu dans l'esprit un peu Colbert Report, qui à l'époque était une émission sur Comédie Centrale qui moquait justement tous les codes de la télé ultra conservateur façon Fox News, qui était déjà à l'époque vraiment très très qui avait bien ces codes ultra conservateurs. Donc je jouais un peu avec ça, mais ça m'a amusé, ça m'a vite lassé, et du coup, j'ai commencé à opter pour une parodie plus large, dans l'esprit justement de The Onion. Et voilà, les titres ont commencé j'ai commencé à publier d'abord donc des tweets, puis après j'avais envie d'écrire des versions plus longues, puis après je suis passé au blog, puis après au site, et après à la rentrée 2012, c'est là que Pablo Mira m'a rejoint, et on a commencé à travailler de concert, et on était très vite complémentaires, et ce qui était marrant, c'est que les gens avaient beaucoup de mal à identifier qui écrivait quoi. C'est-à-dire que notre style était tellement transparent qu'il nous arrivait même parfois de terminer l'article de l'autre et ainsi de suite. Et j'ai un ami qui connaissait bien mon style, me disait qu'il n'arrivait plus à repérer quels étaient mes articles, quels étaient ceux de Pablo, tellement ils avaient la même structure. Et tous nos articles sur le site ont cette particularité, c'est qu'ils ont tous la même structure, la même construction.
il n'y en a pas un qui va dépareiller par rapport aux autres. On nous dit souvent, mais pourquoi les articles ne sont pas signés? Mais parce que c'est pas important en fait. Les gens lisent le Gorafi, ils vont pas lire machin truc muche qui est écrit dans le Gorafi. Il faut que le Gorafi apparaisse comme une espèce d'unité à part entière, comme un journal traditionnel, comme Le Monde, comme Libération. Donc c'est important qu'on garde cette entité qu'est le Gorafi. Est-ce que tu dirais que l'humour, c'est une forme de pouvoir? En particulier parce que, les médias, tu vois, tu parlais de Bolloré, mais on va y revenir. Je pense qu'il va nous accompagner tout le long de cet épisode, notre Vincent, ami. si tu nous écoutes. Notre ami Vincent. Non, mais on critique, mais bon, moi je trouve que c'est... Je vais faire une petite parenthèse, mais moi je suis pas fan non plus du personnage. Mais c'est quand même quelqu'un qui, quand il lance sa chaîne de télé, personne n'y croit, et il y arrive. Quand il lance son journal, d'abord Direct Matin, Direct Soir, personne n'y croit, il y arrive. Quand il lance ses voitures, voitures électriques, personne n'y croit, il y arrive. Bon, ça a un petit peu moins marché, Autolib, mais bon, il y arrive. Et là, aujourd'hui, et surtout le plus drôle, c'est que tout le monde a critiqué à Directut, mais c'est grâce à Directut qu'en fait qu'il a réussi à rentrer dans Canal, qu'il a racheté Canal+. Aujourd'hui, il rentre à la Gardère et il reprend Europe 1. Je veux dire, ce mec-là, il est très intelligent. C'est pas juste une question de thune, en fait, d'avoir le pouvoir de l'argent. Ce mec-là, il est très intelligent. Et on peut pas lui enlever cette intelligence, et on peut pas juste le critiquer en disant Bolloré, caca, en gros. Mais bien sûr. C'est trop facile et c'est super réducteur. Il faut voir comment Parce que moi, j'ai travaillé pendant 8 ans pour lui, donc j'ai vu un petit peu sa biographie et tout, comment il s'est construit. Et c'est hyper intéressant, en fait, comment il a repris le contrôle du groupe à l'époque qui n'était pas en super bonne santé et qu'il l'a tourné résolument sur les médias. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est critiquable et sur plein de raisons. Il y a plein de bonnes raisons de dire... de ce qu'il a fait à Europe 1, de ce qu'il a fait avec iTélé, par exemple. Mais au-delà de ça, ça reste quelqu'un qui est sacrément doué. Moi, je dis souvent, c'est comme si vous lui achetiez une voiture et que le lendemain matin, vous vous rendez compte que quand vous devez réparer la voiture, il possède le garage et aussi les pièces détachées. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, ouais, voilà, fin de la parenthèse pour dire que oui, je suis pas forcément fan de tout ce qu'a fait le personnage, mais ça reste quelqu'un de très doué. Et peut-être qu'on n'a pas encore tout vu de tout ce qu'il fait, en fait. Et bientôt, il va racheter le Gorafi. C'est presque un peu, mais qui te dit qu'il ne l'a pas déjà fait. Mais peut-être. Peut-être. D'ailleurs, en fait, je crois que Pascal Praud va prendre ta place. Il est là, il est derrière toi. Merde. Voilà. C'est trop tard. Ça y est, c'est fait. Là-bas, les passerelles se font, comme on dit. Écoute, je te remercie. C'était très agréable d'avoir discuté avec toi. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Pascal pour un nouveau débat avec Éric Zemmour. Donc, pour revenir, toi, tu considères que l'humour, la satire, c'est une forme de pouvoir ? C'est une forme de résistance. C'est une résistance face à l'oppression. Moi, ça me fait marrer quand les gens disent « Oh là là, le Gorafi est devenu politique ». Non mais, la satire, de base, par essence, est politique. C'est un acte politique qui vise à renverser l'oppression. C'est-à-dire que c'est un coup de poing qui part de bas en haut, et pas de haut en bas. Une satire qui s'exerce de haut en bas, elle se remarque de suite parce que c'est une satire qui va jouer aux dépens des victimes. Et ce qui fait ça fait un rire un petit peu malsain. On se moque gratuitement, il n'y a pas de justification, c'est gratuit. On se demande mais pourquoi faire des vannes sur ces gens-là, alors que ces gens-là peuvent pas se défendre. Enfin voilà, elle gêne un petit peu quand cette satire elle est orientée de cette manière. Mais de base, oui, la satire, par définition, elle est politique. Donc du coup, quand quelqu'un dit le Gorafi c'est moins bien, c'est devenu politique, mais on a toujours été politique. Bien sûr. Enfin, depuis la création du Gorafi. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand le Gorafi fait des blagues, ou enfin des articles sur
Macron, sur Zemmour, sur Mélenchon. En fait, il y a souvent les mêmes réactions. C'est « Ah, comme par hasard, vous faites des blagues sur Mélenchon. Ouh là là, comme par hasard, vous moquez Éric Zemmour. Qu'est-ce que c'est politiquement correct ?» Ou alors c'est « Oh, comme par hasard, une fois de plus, vous faites des blagues sur Emmanuel Macron. » En fait, quelle que soit la cible, il y a toujours des gens pour dire « Ah, ben comme par hasard, vous vous attaquez à telle chose. » Bien sûr. Enfin, en fait, c'est un débat sans fin. Et moi, je me souviens en 2017, quand on avait fait des vidéos sur chaque candidat, la première vidéo qu'on avait faite, c'était sur François Asselineau. Et on s'était pris tous les petits militants de l'UPR qui râlaient en disant « Ouais, mais comme par hasard, vous attaquez Asselineau. » Puis le lendemain, on a fait Mélenchon. Puis le lendemain, on a fait Hamon, et ainsi de suite. Bon, les gens ont compris que voilà, on ne ciblait pas un candidat et que c'était juste l'ordre des candidats à la présidentielle. Mais quel que soit le sujet, vous avez toujours des gens qui vont venir râler. Moi, l'exemple que je cite tout le temps, qui est un exemple assez connu, c'est Jean-Yann qui expliquait justement son travail de chansonnier et, dans les années 70. Et quelqu'un lui dit « Mais est-ce que ça énerve pas des gens quand vous faites des blagues et tout ?» Et lui, il dit « Bah oui, mais de toute façon, c'est toujours la même rengaine. Le lundi, vous allez faire des blagues sur les retraités. » Et il y a un mec qui fait « Ah putain, ouais, cool, il fait des blagues sur les retraités. Ouais, il a raison. » Le mardi, vous allez faire des blagues sur les écolos. « Ah mais ouais, il a raison, faire des blagues sur les écolos. » « Ah non, mais ouais, il a raison, il tape bien. » Le mercredi, vous faites des blagues sur les juifs. « Ah mais ouais, non, il a raison, faut faire des blagues sur les juifs. » « Bah ouais. » Le jeudi, vous faites des blagues sur les arabes. « Ah mais oui, non mais des blagues sur les arabes, le mec il est fort, ouais, bravo. » Et le vendredi, vous faites des blagues sur les militaires. Et là le mec « Ah non, les blagues sur les militaires, non, non. Oh, c'est scandaleux. Comment il ose faire des blagues sur les militaires? Non mais attends, mais on va écrire et tout, on va protester. » Voilà. Quel que soit le sujet, il y a toujours des gens qui vont vous dire « Non, c'est scandaleux, vous pouvez pas faire des blagues sur ça. » Et honnêtement, là, je vous ai ressorti textuellement les propos que Jean-Yann tenait dans les années 70. Hein. J'ai pas changé grand-chose. Mais il y aura toujours un groupe pour dire que non, on n'a pas le droit de faire des blagues sur telle chose. Et qui vont constamment ramener la couverture à eux. Espèce de narcissisme de groupe, en fait. Est-ce que tu n'as pas la sensation que les autres médias te font un peu de la concurrence? C'est-à-dire, en fait, je sais pas si tu vois ce compte Instagram qui s'appelle À Juste Titre. Quand je vois des titres de médias traditionnels, on va dire, aller chercher le buzz à travers des titres plus rocambolesques les uns que les autres, j'ai la sensation que, enfin, ils ont perdu en tout cas certains, peut-être, je sais pas, enfin, j'aimerais bien avoir ton avis. Ils ont perdu le sens du métier de journaliste quelque part. En tout cas, de leur partie à eux. Il y a différents problèmes en fait. Un problème de viralisation des articles, que les sites ont besoin de trafic. Donc du coup, moi c'est un truc que j'ai observé déjà aux États-Unis avec The Onion, et il y avait un diagramme qui représentait par exemple, en gros, donc tu traces deux droites, et en bas tu traces une espèce d'ondulation. Donc le plus bas, on va dire, c'est le titre de presse, le degré de stupidité du titre de presse dans le temps. Et c'est une ondulation, on va dire, il y a des hauts, il y a des bas, mais elle est relativement basse en fait, hein, comme titre, comme stupidité. Des fois, tu vas avoir des articles qui vont être un peu plus insolites. Des fois, tu as des articles qui vont être plus sérieux, sur une actualité vraiment ordinaire et quotidienne. Et puis des fois, des trucs plus légers. Mais ça dépasse jamais un certain niveau. Nous, on se situe, on va dire, 3 ou 4 crans au-dessus. Pareil, avec une ondulation. C'est-à-dire que des fois, on va faire des titres très stupides, un petit peu genre, clickbait, on va dire, gratuit. Et puis des fois, on va faire des titres plus de stupidité par rapport à la vie, au quotidien des gens, où on va s'amuser des travers, des habitudes des gens, enfin voilà, un titre, enfin tout à fait, des genre 5 conseils pour résister à la canicule, enfin des trucs, voilà, tout bête et tout simple. Et 4 ou 5 rangs au-dessus, et là, tu as une autre ondulation, et ça, par contre, c'est les fake news. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des articles menteurs, tricheurs, outranciers, qui vont manipuler l'opinion. Moi, j'ai remarqué, et qui était déjà présent sur le diagramme aux États-Unis, c'est qu'à un moment, tu as la courbe en bas de la presse qui commence à amorcer une montée progressive. Pourquoi ? Parce que les gens se disent « Ah, mais les titres du Gorafi ou The Onion, ils marchent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont drôles. » Donc ils se disent « Nous aussi, on va faire des articles avec des titres qui seront tournés de manière amusante. » Et du coup, tu as cette courbe qui monte, et qui à un moment monte
tellement qu'elle franchit notre ligne à nous. Et là, quand il se passe ce genre de truc, c'est un problème parce que c'est pas nous qui vont être impactés. C'est les médias traditionnels. Moi, souvent la question qu'on me pose, mais est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en crédibilité quand la réalité vous dépasse ou quand des médias font des news, quand la réalité devient plus Gorafi que le Gorafi. Et moi, je dis souvent, mais on n'a aucune crédibilité. Comment voulez-vous qu'on perde quelque chose qu'on n'a jamais eu ? En fait, non, c'est pas nous qui risquons de perdre, c'est plus les médias traditionnels qui, à vouloir faire cette course stupide, à faire des articles clickbait, à attirer du monde, sauf que demain, s'ils annoncent un truc hyper grave, personne ne les croira. Et il suffit de voir certains comptes Twitter, par exemple, pas moi, BFM TV ou CNews, regardez souvent quels titres ils publient et regardez les réponses que les gens mettent derrière. Et si vous avez des gens qui commencent à répondre à votre vrai titre de presse, qui répondent Gorafi, point d'interrogation, ou vous avez été racheté par le Gorafi, ou c'est le Gorafi, quand vous avez ce genre de réponse à un tweet, c'est qu'il y a un problème déjà de base dans votre titre. Et ça, c'est pour moi, nous, on n'a jamais eu, par exemple, de notre côté, on n'a jamais eu un problème mais c'est du BFM TV. Là, c'est bizarre. Ça serait bizarre. Mais moi, je remarque souvent, parce que par exemple, sur TweetDeck, il y a des outils qui permettent justement de monitorer en temps réel quand quelqu'un va dire Gorafi ou citer un de nos articles sur Twitter, je le vois instantanément. Ça me permet d'avoir une vision vraiment totale du trafic sur Twitter, de l'utilisation de notre nom. Et du coup, je vois souvent, quand il y a une news qui est diffusée sur BFM ou CNews, bah les gens répondent, mais Gorafi, ou c'est du Gorafi, vous avez été racheté par Gorafi, ou Gorafi, 3 points d'exclamation. Parce que les titres sont devenus parfois tellement outranciers et se veulent à tout prix faire du clickbait que les gens se demandent, mais attends, je suis abonné au Gorafi ou à BFM TV ? Donc ça, c'est un vrai problème. Moi, il y a 3 exemples que je cite souvent. Tu avais, durant la campagne présidentielle, BFM, enfin 4 exemples. Avant la campagne présidentielle, on était, je crois, 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et tu avais un cambrioleur qui cambriole un presbytère et il s'en prend au curé qui était là et le curé est blessé. Il s'avère que le curé était un ancien judoka. Qu'ont fait certains médias, c'est il cambriole un presbytère et tombe sur un ancien judoka. Sauf que quand on lit l'article, l'ancien judoka en question, il a fini à l'hôpital. Sauf que dans le titre, tout ça est passé sous silence. C'est juste, il cambriole un presbytère et tombe sur un ancien judoka. Comme si c'était, c'est amusant, c'est drôle. Non, c'est cambriolage au presbytère, un blessé. Que le mec, il était judoka ou charpentier, en fait, c'est pas important dans l'histoire. Le mec, il est blessé, il finit à l'hôpital. Et tout ce que les gens retiennent, c'est il était un ancien judoka, c'est drôle. Donc, il y a une responsabilité dans la manière dont, quand on est journaliste, dont on diffuse l'information. Moi, j'ai pas cette responsabilité. Je suis juste auteur, je suis juste un guignol. Voilà, je suis un rigolo. Donc, j'ai pas cette responsabilité-là à prendre. Un autre exemple, c'était toujours BFM TV, durant la campagne présidentielle de 2017, tu avais François Fillon qui avait une réunion qui était organisée à Troyes, sauf qu'en fait, ils s'étaient trompés dans la réservation de la salle polyvalente et la salle avait été déjà réservée pour le spectacle de La Reine des Neiges. BFM TV, titre « La Reine des Neiges empêche François Fillon de faire son meeting à Troyes ». Littéralement. C'est fou. Vraiment, mot pour mot. Et voilà, et tout le monde a dit, mais vous piquez vos titres au Gorafi ou quoi ? Et plus près de nous, c'était l'an dernier, ou il y a 2 ans, avec l'incendie de Lubrizol à Rennes. Et là, il y a 20 minutes qui titrent. Alors en fait, ils ont mal fait leur truc parce qu'ils ont voulu retranscrire un verbatim maladroit du préfet, sauf qu'en fait, dans le titre, ça ne passe pas du tout. Et ça devient, selon le préfet, le nuage est toxique, mais pas trop. Et là, il y a plein de gens qui se sont scandalisés en disant « Mais attendez, il est toxique ou pas, le nuage ?» Parce qu'ils étaient dessous, tu vois, à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Il y avait des gens qui avaient les yeux qui leur faisaient mal, ils toussaient. Et ils ont même cru que ça venait de nous, en fait, au début. Et en fait,
20 minutes a dû modifier sa titraille, s'est excusé en disant mais on a voulu retranscrire le verbatim du préfet qui disait clairement ça. Mais je pense que le titre aurait mieux fait les déclarations contradictoires du préfet sèment le trouble sur la véritable toxicité du nuage. Et un autre exemple aussi de 20 minutes qui était à l'époque, tu avais des concours d'éloquence à Rennes, ou Rouen, je ne sais plus, ou Caen, enfin bref. Et il mettait en scène en fait le procès d'un des personnages de la Casa de Papel. Et du coup, il rejouait, il faisait le procès du prof de la Casa de Papel. Et 20 minutes, titre, le professeur de la Casa de Papel jugé à Caen, aux assises. Et quand tu lis ce titre, tu te dis, ah merde, c'est l'acteur qui a été arrêté, enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu te dis, mais c'est quoi? Et en fait, tu cliques sur le lien et tu dis, ben non, en fait, c'est un concours d'éloquence. Ouais, c'est du clickbait, c'est du... Bah, c'est pas fair play par rapport à nous, en fait. S'ils commencent à faire ce genre de titre, c'est pas fair play. Et ça pose aussi, je vais juste être très court, un autre souci, c'est que nous, en fait, Gorafi, comment on se construit? On se construit sur la musicalité du titre de presse. Pourquoi nos titres sont aussi efficaces? C'est qu'en fait, on se base sur la musicalité de tous les titres de presse que tu as entendus dans les dernières 24 heures, les dernières 48 heures ou la dernière semaine. Ce qui fait que nos articles se basent là-dessus. On va changer un mot, on va faire une inversion de sujet, mais en gros, ton cerveau va reconnaître la musique de ce titre en se disant « Ah tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part ». Un peu comme une chanson, tu vois. Et sauf que ton cerveau va dire « Mais attends, j'ai entendu cet air quelque part, mais il y a un truc qui coince ». Et il va repasser le titre plusieurs fois dans ta tête, mais ça se passe en quelques microsecondes. Hein. Mais c'est trop tard, tu as déjà cliqué sur le lien. Mais en fait, on a capté ton attention et tu sens qu'il y a un truc qui sonne faux dans ce titre. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu as cliqué et tu commences à lire et tout. Et donc, nous, on se base sur cette musicalité. Et en fait, si la presse traditionnelle se met à casser cette musicalité pour adopter notre musicalité à nous, en fait, comment on va faire, nous, pour construire nos titres? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça pose de vrais problèmes, en fait, en termes de qui fait son travail et comment, en fait. Et nous, ça fait 10 ans qu'on fait le Gorafi, ça fait 10 ans qu'on voit comment la presse, elle évolue, comment elle s'est adoptée au code de l'Internet et à vouloir faire des titres catchy, à faire des trucs qui vont créer le clic, en fait. Parce qu'en fait, les sites fonctionnent comme ça maintenant, on va pas se le cacher. Mais derrière, en fait, nous, on se retrouve avec des titres de presse complètement pétés, sur lesquels on ne peut plus se baser. Et c'est très compliqué à retravailler pour nous derrière, à trouver des idées et à retrouver une musique. C'est très complexe quand même, mine de rien, parce que des fois, tu as des titres de presse qui sont trop comme nous. Et c'est difficile, on ne peut pas s'en inspirer, ou alors il faut vraiment qu'on déploie des trésors d'ingéniosité pour réussir à s'insérer et à continuer dans cette musicalité. Mais d'ailleurs, moi j'ai l'association que certains titres de presse, ils dépassent carrément tu parlais des 3 lignes, l'heure, celle du Gorafi, puis après les fake news. Et en fait, il y en a de plus en plus qui se rapprochent de la fake news, par exemple, en disant, je sais pas, qui est vraiment machin truc, je sais pas qui. Mais je déteste cette. Et du coup, comme si on cachait quelque chose, en fait. Et donc, ils insinuent qu'on cache quelque chose. Exactement. Mais en fait, c'est amusant, c'est que tu pointes le doigt sur un phénomène que je déteste profondément. C'est-à-dire qu'au début, tu avais des titres, qui est machin, qui est François Fillon, qui est Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Et en fait, je me suis rendu compte que au fil du temps, le qui est machin est devenu qui est vraiment. Comme si, comme tu le soulignes, comme si on avait caché quelque chose. Qui est vraiment Jean Castex, Premier ministre? Vous allez apprendre des choses. Aujourd'hui, dans Enquête exclusive, qui est vraiment Jean Castex? Voilà. Enfin, c'est ridicule, en fait. On sait qui c'est Jean Castex. Je veux dire, ça va, quoi. Mais c'est agaçant. Et un autre truc en ce moment aussi que je vois passer sur les médias, c'est une espèce de pense-bête. C'est quoi le bac? Voilà. Et tu te dis, mais... C'est un examen. Et j'étais tombé sur un truc qui m'avait vraiment profondément énervé aussi. C'était il y a quelques jours. Alors, je pense que tout le monde se souvient de l'interview Carlito McFly
avec Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron qui dit que c'est lui qui coach la carrière de Mbappé, et c'était savoir si c'était une anecdote ou pas, enfin vrai ou pas. Donc non, c'était faux et tout. Faux, ouais. Et il avait dit, ouais, c'est moi qui coach Mbappé et tout. Et Mbappé il avait appelé au téléphone et Kylian avait dit non, mais c'est faux et tout. Enfin, voilà, c'était bon enfant. Et quand Emmanuel Macron est allé voir les Bleus en stage à Clairefontaine, bah, il y a eu un moment où, pour plaisanter, il s'est excusé d'avoir fait cette blague et tout. Et je me souviens avoir vu un article de BFM TV qui était Emmanuel Macron s'excuse auprès de Kylian Mbappé pour la blague de McFly Carlito. Mais littéralement. Alors que non, il s'est pas s'excuser, c'est juste une petite phrase. Bien sûr. Et il y avait 1500 caractères sur ce truc. Je veux dire, on aurait pu l'écrire, nous. Mais, tu vois, moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ce genre de trucs. Parce que, tu vois, on dit, c'est un délitement de la liberté de la presse. Et c'est tellement important, la liberté de la presse. Là, au moment où on parle, on enregistre, on est début juillet. Mais au moment où on parle, tu as un journaliste aux Pays-Bas qui lutte pour sa vie, qui a pris une balle dans la tête et qui est un des plus grands journalistes d'investigation des Pays-Bas. Donc, si tu veux, le journalisme, c'est quelque chose de sacré. Donc, à un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi avec. Et, tu vois, et sans journalisme, tu vois, on n'aurait pas eu l'affaire Benalla, par exemple, qui a été soulevée par Ariane Chemin, qui a fait un travail incroyable et qui est venu casser l'effet de grâce d'Emmanuel Macron, qui a montré comment le pouvoir était un peu opaque. Et il n'y aurait pas eu cette enquête, Alexandre Benalla serait encore sous les ordres de la République, tu vois. Donc, moi, j'ai énormément de respect pour le journalisme. Et moi, il y a un truc qui m'avait révulsé aussi il y a quelques mois, c'était quand la République En Marche voulait mettre en place une espèce de législation pour que les journalistes, les seuls journalistes qui puissent se définir comme ça, seraient ceux qui auraient la carte de journaliste. Or, la carte de journaliste n'est pas une obligation pour se dire journaliste. Et que tu as des dizaines, il suffit d'ouvrir Wikipédia et de lire les biographies de dizaines de journalistes, il y en a plein qui n'ont pas fait d'école de journaliste et qui ont été journalistes sans avoir la carte journaliste. Et il y avait une députée de la République En Marche, qui est leur porte-parole, qui s'indignait que des gens puissent se donner le titre de journaliste alors qu'ils ne sont pas journalistes, ils n'ont pas de carte journaliste. Et ça m'a tellement énervé que je suis allé sur Wikipédia et j'ai fait un long thread sur toutes les personnalités qui étaient devenues journalistes mais qui n'avaient pas de formation journaliste. Je veux dire, Albert Londres, à la base, c'est un banquier qui écrivait des pièces de théâtre. Albert Londres, je veux dire. Genre, le mec, aujourd'hui, il a le prix de journalisme dans le monde, ça s'appelle le prix Albert Londres. Et il n'avait pas de carte de journaliste. Tu vois, Joseph Kessel, il y en avait celui qui avait créé François, le nom m'échappe complètement, mais qui avait créé son journal dès l'âge de 14 ans. Et il écrivait sur des feuilles de chou dans son coin et tout, et parce qu'il était passionné par ça. Donc le journalisme, c'est une passion, et il faut qu'on protège ça de manière à ce que tout le monde demain peut, oui, être journaliste et créer sa propre chaîne, feuille de chou sur son quartier, sa région, son village. C'est un droit qu'on doit protéger, et c'est hyper important. Le jour où vous avez un pouvoir qui vous dit qu'il n'y a qu'une certaine catégorie de gens qui peuvent prétendre être journalistes et que les autres ne le sont pas et que les autres verront leur blog ou leur site fermé, c'est un problème. Et moi, je dis, ma tagline, mon motto, on va dire, c'était, comme on dit, le Figaro, c'est sans liberté de flatter, il n'est pas d'éloge flatteur, je crois, enfin, je me souviens plus exactement, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Voilà, exactement. Et moi, j'aimerais te dire, sans liberté d'informer, il n'y a plus de liberté de déformer. Nous, on déforme derrière. Donc, si on commence à réglementer le travail des journalistes, qu'est-ce qui empêchera ces gens-là demain de réglementer notre travail à nous? Tu vois? Et alors, du coup, j'ai plusieurs questions. La première, compliquée, sans doute, c'est qu'est-ce que tu penses justement de la perte de crédibilité des médias? Et c'est sans doute lié à ce dont on vient de discuter. Et la seconde,
c'est qu'est-ce que tu penses de cette loi qui interdit de filmer des policiers, tu vois, typiquement qui contraint le métier de journaliste et qui, et on est en France, hein, je veux dire, on n'est pas dans une dictature, Oui, a priori. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur les deux. Donc, la première, c'est en fait, question déjà, de la crédibilité. Vas-y. Je vais venir directement à ce que tu disais à propos de filmer les policiers. On peut déjà se réjouir qu'on a un Conseil d'État qui a suspendu justement cette partie de la loi. Donc, du coup, on peut à nouveau photographier et filmer les policiers. Le Conseil d'État a clairement reconnu que cette disposition de la loi empêchait le travail correct et le travail ordinaire des journalistes. Donc, on peut se soulager d'avoir un Conseil d'État qui fait son travail et qui est le bon garant du fonctionnement de la Constitution. En termes de crédibilité du journalisme, alors c'est particulier parce que, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure d'Europe 1 et de CNews, et que ce sont des journaux d'opinion. Et que aujourd'hui, oui, il va y avoir un conglomérat de journaux d'opinion, comme il y a, par exemple, Libération, on peut dire que c'est un journal d'opinion, l'Humanité, c'est un journal d'opinion, mais ça reste des journaux papier, on va dire. Et là, on arrive sur un conglomérat qui va être radio, télé, qui va diffuser une certaine forme de pensée. Il suffit de voir aux États-Unis quel courant de pensée a créé Fox News, à qui ça s'est adressé, et quelles en ont été les conséquences derrière, en fait. Et que, il y a eu des dérapages, quoi. Je veux dire, c'est pas anodin. Donc, oui, on peut se poser la question de que va créer ce courant-là. Déjà, on le voit un peu avec CNews, avec quelqu'un qui est condamné, qui est multirécidiviste des tribunaux, qui a été condamné plusieurs fois à la haine raciale, et qui vient diffuser son truc sans filtre. Parce que, soi-disant, c'est comme il dit, c'est la liberté d'expression, mais enfin voilà, c'est flippant, parce qu'il y a des gens qui écoutent derrière ça et qui vont prendre pour argent comptant ces propos-là. Donc oui, les médias, oui, il y a une responsabilité. J'allais dire on a, mais non, je ne suis pas un média, je suis juste un rigolo. Il y a une responsabilité, et heureusement qu'on a des médias, on va dire, qui sont garde-fous. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, Les Jours, qui ont été créés par les anciennes Libération, tu as Mediapart. Donc, il y a Far West, aussi la revue Far West du côté de Bordeaux. Donc, il y a des médias indépendants qui ne sont pas encore assujettis au grand capital et qui servent encore de garde-fous. Et il faut les chérir, il faut les protéger à tout prix. Parce que derrière, voilà, tu as des médias comme Le Parisien, comme Les Échos, qui appartiennent à des grands groupes et qui ils sont, on va dire, assujettis à la dominance d'un grand patron qui dira ça on le publie pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça pose... c'est la circulation de l'information au jour d'aujourd'hui. Mais après, nous, voilà, de notre côté, nous, on est juste des guignols, des rigolos, des bouffons. Et ça fait un peu peur quand les gens nous prennent, comment dire, sérieusement, et qu'il y a des études sociologiques qui sont faites sur nous. C'est grisant, et en même temps, c'est flippant quand même. Parce que je me souviendrai toujours quand France Télé nous avait appelés durant la campagne présidentielle de 2017 pour savoir comment on allait. Et je leur ai dit, mais et vous, ça va? Et j'étais là et je leur ai dit, mais les choses vont tellement mal au point que vous nous appelez pour prendre de nouvelles à nous. Et je leur ai dit, vous tenez le coup? Il me fait, bof, moyen. Ah bah nous aussi. C'est pas terrible. C'était terrible. Mais je m'attends à une campagne 2022 vraiment haute en couleurs et difficile et compliquée. Et je pense qu'on n'a pas tout vu. On va avoir de sacrées surprises, comme on dit. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose de très, très, très dur, je sens, cette campagne. Est-ce que tu je ne sais pas si tu es très au fait des technologies. Je vais te poser 2 questions sur la technologie. La première, ça concerne l'astroturfing. Je ne sais pas si tu connais le terme. Ça te dit quelque chose ou pas? L'astroturfing. Alors, l'astroturfing, attends, laisse-moi deviner. Tu joues au tiercé avec des signes astrologiques. Non, raté. Ah, ben... Non, ça ressemble. Hein. Ça ressemble, j'avoue. Alors, dans l'ordre, le 15 Lion, le 14 Scorpion, le 21 Sagittaire. Voilà, bah, ça pourrait être ça. Mais non, l'astroturfing, ça consiste... En fait, c'est des méthodes de manipulation
des médias via Twitter que tu chéris beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des groupuscules, enfin ça c'est souvent organisé à l'extrême droite, qui vont retweeter beaucoup un article, ce qui fait qu'il va monter en Twitter, ce qui fait qu'il y a un politique qui va commencer à prendre position, ce qui fait que ça va commencer à créer un vrai article, ce qui fait que cet article qui était à la base un fait divers va se retrouver en une du Figaro ou du Parisien ou je ne sais où, parce qu'en fait il sera monté en épingle de manière complètement artificielle par un groupuscule. Donc c'est ça. Je voulais savoir tout ce que toi t'en pensais, si tu l'avais observé. Ça c'est ma première question. Non, j'ai pas vraiment observé. Si, en fait, moi je me souviendrai un truc qui nous est arrivé il y a. Je pense que ça peut être de l'astroturfing, pardon. Un truc qui nous est arrivé durant la campagne présidentielle de 2017. En fait, en 2016, on publie un article au tout début de la campagne de Macron, qui était, l'article c'était Emmanuel Macron, : quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Et c'est un article en fait qui était dans un contexte où Emmanuel Macron avait multiplié les propos un petit peu méprisants, pédants envers des gens. Il avait dit mais moi si je veux m'acheter une chemise, je travaille. Enfin voilà, il avait tenu plein de petits propos un petit peu méprisants. Et nous on avait fait toute une série sur Macron, genre Hamelin, Macron salue ceux qui ont osé travailler loin de Paris. Voilà, des trucs comme ça. Et il y avait cet article de quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. On publie en juin 2016. L'article, bon, il a son petit succès, on l'oublie. Et le soir du premier tour, je regarde les statistiques sur le site et tout, et je me rends compte que cet article-là est dans le top 3 des articles les plus consultés le soir du premier tour. Je me dis, putain, c'est bizarre quand même, on ne l'a pas rediffusé. Il marche. Bon. Après, je me souviens que l'article à l'époque avait eu son petit succès, donc je me suis dit, et des fois ça arrive, hein, on a des articles qui reprennent une deuxième vie, quelqu'un l'a diffusé, un gros compte l'a diffusé, et ça repart. Donc, moi, je vais pas m'en plaindre. Mon comptable non plus. Et le buzz prend et tout, et à ce moment-là, dans l'entre-deux-tours, tu as Macron qui va à Amiens rencontrer les salariés de Whirlpool, et là, il est alpagué par un membre des employés de Whirlpool qui lui dit « Alors, monsieur le président, vous n'avez pas peur de nous serrer la main, là, aujourd'hui ?» Et là, je me rends compte, waouh, le truc, il a circulé à ce point que les gens pensent que c'est un vrai article. Ouais. Et que surtout, en fait, je me suis rendu compte a posteriori que cet article était diffusé, moi, on m'a envoyé des liens, où en fait, il était adossé à une vidéo qui était un montage de 2 séquences de 2 reportages différents. Dans un reportage, tu voyais Macron en train de serrer la main de syndicalistes, et dans l'autre reportage, tu voyais Macron en train de monter dans sa voiture, en train de se laver les mains avec des lingettes. Et en fait, la deuxième partie du reportage venait de Macron, qui était allé à la rencontre de marins-pêcheurs, et qu'il avait tenu un poisson entre les mains, et du coup, quand il rentrait dans sa voiture, tu le voyais, il se lavait les mains, ce qui est normal, tu vois. Mais quelqu'un a fait un montage de ces 2 séquences qui fait que tu vois Macron serrer la main de syndicaliste, et l'instant d'après, il monte dans sa voiture, et il se lave les mains en rigolant et tout. Et la vidéo, en fait, l'article était adossé à ces vidéos. Et alors, après coup, on m'a dit que certains avaient vu cet article-là diffusé sur des pages de la France Insoumise, et d'autres l'ont vu sur des pages du Rassemblement National. Mais en tout cas, il y a eu clairement une volonté de nuire en choisissant cet article, en faisant ce montage vidéo, et en le diffusant de manière vraiment massive. Et Le Monde avait trouvé une expression, parce qu'ils avaient fait un article dessus, ils appelaient ça du blanchiment de fake news. C'est-à-dire qu'on avait pris un article de chez nous, du Gorafi, on l'a décapé, on a enlevé toute appartenance au Gorafi, on a enlevé le logo et tout, et on rajoute par-dessus une petite vidéo qui va mettre en évidence ce qui s'est passé. Ce qui fait que les gens, quand ils voyaient l'article, ils voyaient plus Gorafi, le logo et tout, ils voyaient juste ces quelques paragraphes rajoutés à la vidéo. Du coup, ça faisait un truc tout à fait crédible. En plus, la personne avait rajouté un logo France 3 sur la vidéo, ce qui fait que ça rendait le truc encore plus crédible. Et du coup, nous, dans la foulée, quand j'ai vu les proportions que ça prenait, j'ai rediffusé l'article sur notre site en disant « Attention, ça vient de chez nous ». Genre en mode, j'ai agité le chiffon blanc. Donc là, on a vu une manipulation. Alors, qui était derrière je sais pas. J'ai pas le fin mot de cette histoire. Est-ce que c'était le Rassemblement National? Est-ce que c'était la France Insoumise? Est-ce que c'était Moscou? Dans tous les cas, on n'a jamais reçu notre chèque. Donc, tu vois, manipuler des élections, ça a eu payé, mais ça paye plus. Donc, voilà. Si la personne qui a fait ça se reconnaît, ça serait bien de nous envoyer un petit mot de remerciement, une bouteille de champagne, enfin quelque chose, quoi. Parce
parce qu'on a bossé pour rien, quoi, nous. Et Voilà. Mais c'est un des rares cas où on a été confronté justement à ce qui peut s'apparenter à ce que toi tu disais justement. Et la deuxième question qui est aussi technologique, qu'est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu connais d'abord et qu'est-ce que tu en penses des deepfakes? Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, j'en ai entendu parler, j'en ai vu. Tu peux expliquer après, rapidement ou tu veux que je le fasse? Oui, c'est quand tu utilises une intelligence artificielle pour appliquer un visage sur un autre corps ou pour faire dire à quelqu'un des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Mais sachant que les gens ne sont pas capables de faire la différence. Hein. Oui, mais c'est pas nouveau parce que regarde, Carl Zero dans le vrai journal, il y a 30 ans, faisait la même chose. Hein. Il faisait, tu voyais Giscard en slip ou des trucs comme ça. Ça portait un nom en plus, je me souviens plus du tout quel était le nom de ce système, mais c'est pas nouveau. Hein. Donc en fait, bon là c'est un peu plus perfectionné parce que maintenant on a l'intelligence artificielle, on a les ordinateurs, mais c'est un truc qui a toujours existé. Et d'ailleurs le truc était tellement performant qu'ils avaient été obligés de rajouter en petit en bas de l'image réalisé avec trucage, tellement les gens étaient persuadés que c'était authentique en fait. Mais c'est vrai que ça donnait lieu à des trucages de fou où tu voyais je sais pas, Giscard à poil ou Chirac en train de faire des trucs. Enfin, c'était la fête du slip. Hein. C'était impressionnant. Et c'était il y a 30 ans. Hein. Donc voilà, le procédé reste le même, la technologie change. Après, oui, il faut être plus attentif, faut être plus regardant, mais plus on avance, plus il y aura des modèles, ce genre de trucs perfectionnés, et ça se perfectionnera de plus en plus. Après, oui, c'est une attitude à faire attention et à ne jamais prendre pour argent comptant le moindre article qu'on lit sur Internet. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui nous écoutent et qui se disent mais en qui je peux avoir confiance en fait? C'est-à-dire que d'un côté tu me dis attention aux titres parce que ils sont putassiers, quoi, en gros c'est ça. De deux, attention parce que les médias sont rachetés par des patrons qui servent un agenda et concrètement ils sont plus vraiment objectifs. Si tant est que ce soit possible d'être objectif, ça c'est une autre question. Comment je fais pour m'informer aujourd'hui? Moi je dirais que la seule source viable et vérifiée c'est nous, c'est le Gorafi, au sens que tout ce qu'on publie sur le site est totalement vérifié plusieurs fois par jour. On a toute une équipe de vérificateurs et tout, et ils sont au taquet. Et au moins là-dessus, vous risquez pas d'être trompé en fait en nous lisant, parce que nous en fait, souvent les gens nous disent mais est-ce que vous avez jamais été tenté de publier une vraie info pour voir ce que ça ferait? Et je leur dis non, quel intérêt? Enfin nous, tout ce qu'on publie, on l'a écrit, on l'a rédigé, et c'est pas le but en fait. Si on se met à faire ça, ça va casser le personnage qu'on a créé, le personnage, l'entité qu'on a créée. Et les gens qui nous lisent savent que tout ce qu'ils lisent chez nous n'arrivera pas, en fait. C'est ça, en fait, le truc qui nous protège en quelque sorte. C'est on est dans un personnage. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on casse ce personnage et qu'on se mette à publier de la vraie info. Donc, au contraire, nous, on est le dernier média, en fait, qui ne sera jamais manipulable et manipulé. En fait, de raisonner par l'absurde, quelque part. Voilà. J'aime beaucoup cette idée. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je dois savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, je t'avoue, j'ai passé la demi-heure à essayer de réfléchir à cette question et j'irais fermer la porte. À qui on pourrait fermer la porte? Ou à quoi? Je sais pas, moi. À Gérald Darmanin. C'est une bonne option. Voilà. Voilà, on va fermer, mais délicatement, parce que s'il laisse les doigts dans les portes, ça peut faire mal. Et c'est comme le petit lapin. Je veux pas non plus qu'on m'accuse d'agression envers le ministre de l'Intérieur. Et qui est toujours présumé innocent, je précise. Non, parce que voilà. Hein, bon. N'est-ce pas. Et tu veux ouvrir la porte à quelqu'un ou... j'ouvrirais bien la porte à nos confrères que je voudrais saluer d'El Mundo Today et de El Jueves en Espagne. Qui là ont été menacés par le compte Twitter Vox du parti d'extrême droite espagnol, qui a fait ce que évidemment aucun parti d'extrême droite ne fait, c'est-à-dire appeler à la violence contre les membres de la rédaction d'un journal.
Voilà. C'est une pratique que ne fait jamais, évidemment, un parti d'extrême droite. Jamais. Jamais. C'est un truc qu'ils feront jamais. Et du coup, ils ont... Mais c'est marrant, comme l'extrême droite a un problème avec l'humour. De manière générale, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui coince. C'est pas leur truc. Moi, un de mes modèles, par exemple, c'est Pierre Dac, qui avait créé l'os à moelle dans les années 30, en 38 jusqu'en 40. Et le dernier numéro de l'os à moelle paraît à Paris le, je crois, 6 ou le 8 juin 40, quelques jours avant l'arrivée des nazis à Paris. Et le truc, c'est que en fait, Pierre Dac s'est retrouvé sur le top 10 des personnes à déporter en priorité. Une liste qui a été faite par les nazis. Ce qui me fait dire que, à nouveau, je crois que les nazis avaient un problème avec l'humour. Je crois qu'ils sont pas très drôles. Ouais. Je comprends pas. Je sais pas. C'est pourtant, tu vois, non, mais c'est... Voilà, c'est étonnant. Et il y a voilà. Et il y a quelques jours, là, tu as donc Vox qui a un peu irrité par les blagues de El Ruebes, qui est un journal satirique espagnol, sur leur compte Twitter, appelé les rédacteurs appelé les membres de Vox à faire prendre leurs responsabilités aux rédacteurs de El Ruebes en les attendant à la sortie de leur bureau. Littéralement. Ça me semble et une en bonne donnant mesure. l'adresse du bureau. Ça me semble normal en même temps, hein. Quelque part, hein, tu vois. Effectivement, il faut prendre tes responsabilités, quoi. Je plaisante, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et nos confrères d'El Mundo Today, que je salue et qui font un boulot formidable, je veux dire quand même, ces mecs, je suis hyper impressionné. Je discute souvent avec eux. On fait une fois par an, on fait des conférences de rédaction avec toutes les rédactions satiriques en Europe, les Irlandais, les Italiens, les Autrichiens, les Espagnols, les Hollandais, et les Australiens. Et on discute, on compare les idées et tout. Et honnêtement, les Espagnols, l'an dernier ou il y a 2 ans, ils ont sorti un livre qui, en quelque sorte, la Constitution espagnole expliquée. Et c'est tout un article, tout un livre parodique et satirique sur la Constitution espagnole. Et je trouve ça absolument génial. Et l'article, le livre a été un succès. Et les mecs se sont amusés à réécrire, à analyser la Constitution espagnole, mais d'un point de vue complètement stupide. Et je trouve ça fantastique, quoi, d'avoir, comment dire, enfin, moi c'est un truc que j'adorerais faire sur la Constitution française. Imagine la Constitution française relue par le Gorafi, quoi. Mais est-ce que ça intéressera les gens, tu vois? Je me dis, en espagnol, ouais, ça a intéressé les gens, mais je trouve ça fort, quoi, de justement par la satire intéresser les gens à ce qui est l'élément fondateur de là-bas de la monarchie constitutionnelle. Moi, j'adorerais faire la Constitution vue par le Gorafi. Et du coup, pour en revenir à El Mundo Today, qui a pris position justement pour défendre El Ruebes en disant que c'était un précédent très grave, surtout par rapport à l'Espagne qui a connu le parti fasciste de Franco pendant des décennies, et qu'un parti comme ça appelle à la violence contre des journalistes, des auteurs, c'est gravissime. Enfin, c'est un débordement. Et, enfin, je sais pas moi, imagine-t-on Éric Zemmour appeler à la violence en disant tiens, un article du Gorafi m'a pas fait rire. J'invite les auditeurs ou les téléspectateurs de CNews à aller attendre les auteurs du Gorafi à telle adresse pour leur apprendre à vivre. Tu vois? C'est ce qui s'est passé sur Twitter. C'est ce qu'a fait le compte Twitter de The Vox. Bon, il y a eu des condamnations unanimes de tous les membres politiques espagnols et tout. Mais tu vois, regarde, en Espagne, donc on a ça. En Hollande, on a un journaliste qui est abattu dans la rue. Le fond de l'air est frais, j'ai envie de te dire. Le fond de l'air est frais. Mais bon, on va continuer à faire des blagues, on va continuer à... Je me souviens plus dans quel pays cette tour... c'est en Israël, bêtement, où ils ont détruit la tour des journalistes. Oui, il y a eu ça. Mais tu vois, c'est flippant. Il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment, une espèce de chape de plomb. Et bon, nous, on va continuer à faire des blagues, hein, franchement. C'est la seule chose que j'arrive à faire dans la vie avec faire un peu de vélo. Donc voilà, c'est mon seul talent. Donc ça, et dilapider le peu de salaire que je touche chaque mois aussi. Ça aussi, je comprends pas. Un très bon projet. Mais je crois que je suis pas le seul dans ce cas-là. Non, je crois pas. Je crois pas. Merci beaucoup à toi. Enfin, ouais, écoute, nous, on va continuer à faire... Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Mais voilà, nous, on continue à faire des blagues et il faut pas donner plus d'importance à ce qu'on fait. Nous, on est des blagueurs, on est des rigolos. On
notre but n'est pas d'être pris au sérieux, on n'est pas des donneurs de leçons, on ne le sera jamais, parce que le jour où on devient des donneurs de leçons, on devient chiant. Et je pense que j'étais bien chiant là pendant 40 minutes. Ah bah merde. Mais voilà, notre optique, c'est vraiment d'être drôle, de faire oublier les gens un petit peu le quotidien. Et si tu veux, quand je vois des gens qui se marrent à nos articles en disant, qui répondent LOL, MDR, on a réussi notre taf en fait. Quand un mec va aller ressortir une petite phrase amusante qu'on a placée au fond d'un article et qui vont le mettre en évidence dans un commentaire en disant cette phrase-là m'a tué, et ben tu vois, je pense que là j'ai réussi à ma journée. Je veux dire, ok, voilà. Le mec il a lu l'article, il a chopé la phrase que j'avais voulu mettre justement, et ça a marché. Bah voilà, je suis content, Nickel. j'ai fait oublier un peu les soucis du quotidien à quelqu'un. Voilà, ça c'est fait. Ça me paraît bien. Parfait. Merci beaucoup à toi. Mais merci beaucoup à toi pour l'invitation. Avec Et grand plaisir. t'animes pas mal. Je pense que j'ai demandé à Vincent s'il peut te mettre sur la matinale de Europe 1. Écoute, on verra ça. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.